se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et il s'agit d'une vidéo vlog, blabla, réception, que je partage tout ça avec vous. Ce n'est pas vraiment des vlogs, hein, comme vous avez déjà compris, puisque je vous prends une fois de temps en temps. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. C'est pas par manque de temps, parce que j'avais une semaine de vacances, mais je suis un petit peu, comment vous dire ça, frustrée. Je n'arrive pas à faire la vidéo que je voudrais faire. Je fais à peu près tous les 1 mois et demi, 2 mois, une vidéo collection Disney, puisque c'est aussi mon autre passion. Et j'ai dit il y a déjà quelques semaines en arrière que j'en avais une dont je suis en cours de préparation, et c'est toujours le cas. Il s'agit d'une vidéo sur les boules à neige, plus précisément sur les boules à neige Aristocha, parce que j'en possède 3 et que j'ai toute une wishlist de boules à neige, mais c'est compliqué à faire. C'est pas comme les VDCC, les limited edition, c'est des grandes poupées, ou les designers, même comme les Gymshore, il n'y a pas de site pour les boules à neige, comme là pour les VDCC, que j'avais pu vous mettre leur prix de base, leur prix actuel quand c'est disponible sur eBay. Il n'y a pas non plus forcément de nom à la Snow Globe, à la boule à neige, et on les trouve vraiment pas souvent pour certaines. Je cherche sur eBay, je cherche sur Vinted, et je crois que Vinted d'ailleurs ne prend plus les boules à neige Disney, mais je peux me tromper. Parce qu'il me semble qu'à un moment donné, on en discutait sur les groupes ou en privé. Boules à neige, ornements pour le sapin de Noël. Il y a beaucoup de casse avec Vinted, puisque ça passe par Mondial Relais ou même la Poste des fois, mais les gens mettent souvent avec Mondial Relais et on sait comment les colis sont traités. Et je crois que Vinted maintenant retire les annonces de temps en temps quand c'est des choses trop fragiles. Ce qui fait que même les boules à neige que je possède, les 3, il y en a une, je me rappelle le prix, parce que je l'ai acheté à la revente, à mon ami Oslem. Mais les 2 autres, je ne sais plus les prix d'origine, parce qu'il y en a une que j'ai achetée à Disneyland Paris, que j'ai fait livrer. Et l'autre, j'ai jamais eu d'origine, donc j'ai pas leur prix d'origine. J'ai pas leur prix actuel de revente, parce qu'on les trouve pas forcément sur eBay et compagnie. Et du coup, je me dis, présenter une vidéo où j'ai pas le nom de la boule à neige, voilà, oui, ou alors je dis boule à neige, Aristocha de Disneyland Paris. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ou après, oui, après il y a les close-ups sur la boule à neige, mais pour toutes celles de la wishlist, c'est pareil, ça va juste être vous montrer une photo. C'est un peu frustrant, donc j'essaye désespérément de trouver d'autres infos, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas vraiment et ça me frustre un petit peu. Parce que j'avais déjà dit que ce serait une vidéo boule à neige Aristocha. Ou alors, je fais une vidéo de boule à neige Aristocha en regroupant avec d'autres boules à neige d'un autre dessin animé. Puis je fais vraiment la wishlist en montrant les photos. Il y a celle-ci, il y a celle-ci. Du coup, je ne sais pas encore. Ça me perturbe, ça m'empêche de bien avancer. Mais là, aujourd'hui, on a plein de réceptions que j'ai à vous montrer. Il y a un petit peu de Disney, comme ça, ceux qui sont là pour Disney, vous avez 3 petites choses de chez Disney. Et le restant, il y a des livres, il y a des box, bien sûr. Il y a 2 books on Arrows à ouvrir ensemble. Enfin, je les ai déjà ouvertes, mais je vais vous montrer le contenu. Et il y a 2 Fairy Loot aussi. Donc, on est sur les box de mai et de juin. Je n'ai pas encore reçu les box de juillet, vu qu'on n'est que le 13. Et on va commencer avec ma lecture en cours, une de mes lectures en cours, qui est London and Shay, le tome 2 de Brittany Sid Cherry, aux éditions Hugo Poche, oui, tout simplement. C'est le tome 2, je les ai enchaînés l'un derrière l'autre, malgré qu'ils font plus de 400 pages, en tout cas pour le tome 2, je ne me rappelle plus s'il en faisait 500 le premier. Même si c'est écrit assez petit et qu'il y a pas mal de pages, ça se lit tout seul. Franchement, Brittany Sid Cherry, c'est mon 4e ou 5e du coup. J'ai eu en premier Eleanor and Gray qui se passe en même temps que London and Shay, puisque Eleanor est la cousine de Shay et Gray est le meilleur ami de London. Donc j'ai lu Eleanor and Gray, London and Shay, Disgrace, Behind the Bar. Ouais, c'est mon 4e de chez Brittany. Pardon pour la moto. C'est le 4e Brittany Sid Cherry, ça en fait 5 puisqu'il est en 2 tomes. Et très franchement, mais cette autrice en romance, pour moi, ça va être une autrice doudou. Il faut vraiment que je me trouve ses autres livres parce que j'adore tout ce que je lis d'elle. Je trouve qu'elle a une plume fluide qui est addictive au possible. Je ne vois pas les pages se tourner. Je pense à l'histoire parfois pendant la journée, à chacun des livres que je lis. Et franchement, il y a pas, tout n'est pas beau et tout n'est pas rose. C'est ça le truc. Il y a en général des éléments un peu plus sombres. Par exemple, dans Eleanor and Gray, il y a un décès lié à la maladie.
Là, il y a aussi un décès, il y a l'alcoolisme, il y a la drogue. Landon est dépressif, on ne va pas le cacher, et je trouve que c'est magnifiquement fait. Les passages avec Landon, avec sa dépression, avec son oncle qui était dépressif lui aussi, et qui... magnifique. Avec son oncle donc dépressif lui aussi, avec qui il s'est passé certaines choses. Dans Behind the Bar, on avait le côté harcèlement scolaire, le côté racisme, parce que le personnage principal était de couleur, la mère qui impose à sa fille de faire des cours de danse, des cours de chant, parce qu'elle veut absolument que sa fille soit une star, ça passe même avant le fait que c'est sa fille. Au final, sa fille, c'est presque rien du tout pour elle, c'est juste le fait qu'elle soit une star. C'est ça important. Donc, il y a toujours des thématiques, parfois un peu sombres, mais les finales de ces livres, ça finit toujours bien. Je suis persuadée que Landon Hanchey finira lui aussi très bien, comme Eleanor Grey, comme Disgrâce et comme Behind the Bar. C'est le genre de romance que j'apprécie justement parce que c'est positif à la fin. J'ai pas envie d'une romance où à la fin tout le monde meurt, ou le personnage principal. Ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour souffrir. Je crois qu'on souffre assez en vrai dans nos vies. Je suis là pour rêver, mais en ayant une touche de réalisme, parce que dans la vraie vie, il y a des gens malades, il y a de l'alcoolisme, il y a des gens qui meurent, et là-dedans, c'est le cas. Franchement, Brittany Cherry, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. Et dans ce que j'ai lu avant ça, je vais vous en montrer deux, qui sont des incroyables coups de cœur là aussi. L'ours et la renarde, de R. Onsdor en auto-édité. Je vous l'ai présenté plein de fois. Oui, mon jaspage a pris un coup. C'est un petit peu triste. J'ai lu ce bébé de 800 pages, 900 pages, je ne sais même plus. Épilogue. Combien fais-tu de pages? 813 pages. Je l'ai lu et je ne suis pas la seule. Je sais que sur le groupe de LC de Discord, le point DLC, une des admins, Mathilde, l'a lu aussi. Et pour nous deux, ça a été une super lecture. Moi, c'est un énorme coup de cœur. Il ne faut pas se fier. On peut se dire, oui, ça fait enfantin. Les fanarts à l'intérieur, moi, je ne les trouve pas enfantins. Mais il y a des gens qui pourraient se dire que, encore une fois, je vous montre, parce qu'on est sur des animaux qui représentent des humains. Il y a un terme, mais je ne me rappelle plus. C'est des animaux qui nous représentent, en fait. Mais ils nous représentent vraiment bien. On est vraiment... comment vous décrire ça? Les émotions là-dedans sont très fortes. Et les représentations et les choses à penser pour nous, pour la société, elles sont vraiment... moi j'ai eu la larme à l'œil plus d'une fois dans ce livre, pour Picta, précision faite, la petite renarde. Mais même pour Urok, l'ours, il est prenant au tripes. Voilà, il est prenant au tripes ce livre. J'ai eu du mal à m'en remettre émotionnellement parce qu'on passe par toutes les émotions. On y parle d'esclavagisme, bien sûr, avec les ours, Urok et son peuple, parce qu'il y a plusieurs groupes d'ours. Vous avez ceux qui sont dans la mine, les foreurs, vous avez les bûchers, ceux qui font donc dans les arbres et tout, et vous avez les derniers, on en entend moins parler, mais on les voit un petit peu, c'est ceux qui drainent l'eau, etc. Tout ça pour permettre à la maison, là où vivent les renardes, de vivre et de vivre bien. Alors que dans leur mine, là je vous parle de la mine puisque Urok vient de la mine, c'est lui dont on a le plus de passages pour témoigner des trois peuples différents d'ours. Je pense que ça représente les trois groupes d'ours. Urok, lui, dans la mine, ils n'ont pas grand-chose. Hein. Il y en a même qui meurent dans la mine quand ils vont trop loin, qui sont trop serrés dans les mines pour découvrir des nouveaux passages et tout ça. Et les renardes, elles sont dans leur maison. Une maison absolument immense qui va à peu près à 1400 mètres d'altitude. Oui, mais avec 93 étages. 93, 91 étages, je ne sais plus. Et ces renardes, elles s'habillent, comme vous avez pu le voir, hein, elles ont des très beaux habits, elles étudient la musique, elles étudient l'architecture, il y a des chefs en quelque sorte, il y a des généalogistes, il y a des menuisières, il y a tout ce qu'on veut. Elles aiment jouer aux échecs, ou encore au go, ou au mahjong. On est très inspiré d'ailleurs de l'Asie là-dedans. Et les ours, eh ben, ils sont dans leur mine, c'est leurs esclaves. Sauf que certains ours, parfois, dans chaque famille d'ours, enfin dans chaque foyer, je veux dire plutôt d'ours,
Chaque foyer d'ours doit envoyer dans sa portée un ourson pour la maison quand il sera adolescent. Donc il passe les premières années de sa vie non pas à miner comme ses frères, mais il va par contre s'habituer à parler poliment pour être bien avec les renardes. Il va s'habituer à avoir un beau pelage, à avoir des belles dents toutes blanches qui sont bien limées. On va lui apprendre à écrire un petit peu, on va lui apprendre à compter un petit peu, même si c'est un peu plus dur pour les ours que pour les renards d'apprendre à écrire ou à compter. On va leur apprendre à faire des nœuds pour savoir nouer les tenues de leurs renardes. Et quand vient une fois par an la journée où les ours sont vendus, tels des esclaves, oui, aux renardes, ça se passe au pied de l'arbre. Chaque renarde avec leur maman vont regarder les ours, il leur faut ouvrir la bouche, les mamans, pour voir s'ils ont des belles dents et tout. Et la maman achète à sa fillette, qui a une dizaine d'années à ce moment-là à peu près, un ours. Pendant le restant de leur enfance, ils ont à peu près le même âge, tous les deux, à 2-3 ans d'écart, l'ours est là pour la renarde, pour l'habiller, pour aller chercher à manger quand les plateaux repas sont prêts, pour aller chercher les plateaux repas, pour la conduire à l'école le matin, aller la chercher le soir, pour s'occuper d'elle tout simplement. Et pendant la journée, quand la renarde est à l'école, l'ours lui ne va pas à l'école, il va dans les entresols, car chacun des 93 étages ou 91 étages a un entresol, et ils vont dans leur entresol, par exemple Uruk c'est le 9e étage, l'entresol du 9e étage, et ils vont alors raviver les feux, nettoyer les marches d'escalier, vider les pots de chambre, etc. etc. Bref, c'est des esclaves, comme les ours dans les mines, sauf que eux sont mieux traités. C'est-à-dire que leur renarde va les autoriser à jouer aux échecs, éventuellement, va leur apprendre, mais ça reste de l'esclavagisme de meilleure facture que dans les mines, mais ça en est. Et Uruk, ça, il ne le supporte pas. Il ne veut plus ça pour son peuple. Mais en même temps, Uruk va s'attacher à Pikta. Pikta, cette petite renarde qui est handicapée. Elle a une petite patte qui ne fonctionne pas bien depuis la naissance et elle boite. Et vous imaginez bien que dans un monde où les renardes sont belles pimpantes et tout ce qu'on veut, elle se fait critiquer à l'école. Et pas que des critiques. On a du harcèlement scolaire dans ce livre, donc morale et physique, attention. On a aussi de la grossophobie, pareil. Quand elle est adulte, elle se prend des choses, la pauvre Pikta, parce qu'elle est très ronde. Il y a des renards qui la regardent, mais d'un air comme si c'était un... Et puis des fois elle entend des propos, les renards n'en ont rien à faire, hein, genre si elles l'entendent, elles sont là, oh tu as vu comme elle est grosse celle-là, elle devrait avoir honte, moi j'aurais honte si j'étais elle et tout. C'est des choses qu'on vit dans la vie, ça m'a marqué. Et Pikta, elle encaisse ça, ça lui fait mal, mais elle encaisse la violence à l'école, la grossophobie. Uruk est contrarié par tout ça parce que même si Uruk est un esclave, il y a différentes formes d'esclavagisme. Et la famille de Pikta, c'est une famille de renardes qui voudrait voir des choses différentes. La maman de Pikta a autorisé tous les ours du foyer à apprendre le mahjong, le go, à apprendre les échecs, à compter. Elle n'a jamais fouetté un de ses renards, un de ses ours. Bref, c'est une maman renarde assez moderne. Et Pikta, elle est encore plus. Elle veut pousser les choses plus loin. Elle se dit, mais pourquoi nous, les renards, on ne fait pas le métier des fois des ours? Et pourquoi les ours ne pourraient pas apprendre nos métiers? Oui, parce qu'ils sont bêtes. Voilà l'excuse. C'est ce que le conseil dit. Les ours sont bêtes, ils sont trop simples d'esprit, ils ne comprendraient pas. Ils sont trop physiques, ils sont trop en muscles. Puis nous, on n'est pas assez musclés, on ne pourrait pas faire leur boulot à eux. Enfin, voilà, des préjugés. Il y a ça aussi. Il y a plein de choses. Mais Uruk aime Pikta et sa famille. Et c'est ça tout au long du récit, parce que Pikta l'aime aussi, tout comme toute la famille de Pikta. Il va y avoir des choses horribles. Uruk va faire des choses pas bien pour faire le bien des ours, mais en même temps parce qu'il espère que ça améliore toute la communauté, les renards et les ours. Sauf que ça va se retourner contre lui et ça va être pire que tout. Il y a à un moment donné même du viol et du meurtre. C'est pas facile à en parler, mais malgré tout, Uruk et Pikta ont toujours cette relation parce qu'ils s'aiment malgré tout. C'est beau, c'est tragique, c'est poétique, c'est tout ce qu'on veut et ça fait beaucoup réfléchir. Et il faut signaler qu'en fait, on a les renardes, on a les ours. Je ne vous parle pas des renardos, enfin je ne vous parle pas des renards au masculin et des ours au féminin. Parce que, comme on découvre très vite dans le livre, c'est ce qu'Uruk découvre tout au début du livre, c'est qu'en fait, dans cet univers, les renardes sont les femelles et les ours sont les mâles. Donc en plus que les femmes, les femelles, ont fait de l'ours, le mâle, l'esclave,
c'est en plus l'esclave sexuel. C'est le mâle reproducteur. Les mâles qui vont à la maison, quand leur petite renarde a 18-20 ans à peu près, à un moment donné, le conseil dit « Ok, cette renarde, elle est prête à se reproduire avec son ours. » Et à partir de là, on enlève aux ours une poudre qu'on leur mettait sur leur nourriture qui calmait leur libido. Et à ce moment-là, la renarde et l'ours doivent se reproduire. Ils ont tant de mois pour se reproduire, pour faire une portée. Et une fois que la renarde est enceinte, l'ours est envoyé, par exemple, pour le cas de Roque, s'il est envoyé, il vit au 9e, à l'entresol du 9e, on va l'envoyer à l'entresol du 57e étage. Ce qui fait que 57 étages, 9e étage, vous avez plus de 40 étages de différence. Jamais l'ours et la renarde ne se reverront. Et les renardes finissent par accepter ça. On sent que certaines, peut-être plus sensibles, ne l'ont pas accepté. Mais elles n'ont pas eu le choix. C'est les lois qui sont comme ça. Et elles ne revoient jamais leur ours qui continue à trimer dans les entresols. Et qui ne voient même plus les renards, sauf une fois par an, ou 2 fois par an quand ils changent les saisons. Mais pas leurs renardes. Puisqu'ils n'ont plus le droit, ils ne sont plus dans cet étage-là. Et c'est vraiment, donc voilà, encore une fois, on est sur même de l'esclavagisme sexuel. Vas-y, on se sert des ours, on se reproduit avec eux, et après on les envoie dans les entresols, au sommet de la tour, et puis comme ça, ils ne revoient plus jamais leur renard. C'est vraiment, il y a plein de thématiques. Franchement, il ne faut pas avoir peur, je vous le dis, lancez-vous, ce livre est magnifique. C'est vraiment bien écrit, c'est addictif au possible, et ça va vous faire réfléchir. Ça ne peut que faire réfléchir toutes ces thématiques sur ce qu'on vit des fois dans cette société ou ce qu'on a vécu dans le passé. R11 d'or, on peut éditer L'ours et la renarde. C'est une intégrale collector. On ne la trouve plus pour l'instant. On peut trouver les tomes 1 et 2 séparément sur Amazon. Mais l'intégrale R11 d'or, je crois qu'elle a prévu d'en refaire par contre en mois d'octobre. Septembre, octobre ou novembre de cette année. Parce que ça a eu un tel succès, parce qu'elle en a mis quelques-unes en librairie tout près de chez elle, et même les librairies lui ont dit « T'as encore du stock, enfin, vous avez encore du stock de votre ours et la renarde parce que je l'ai lu et qu'il est magnifique et qu'on en veut plus pour la librairie. » Non, j'ai plus de stock. Elle en a, je crois qu'elle en a gardé quelques-uns juste pour les salons littéraires qu'elle veut faire. Mais vu le succès qu'elle a et vu que même en privé les gens lui disent « Quand est-ce que tu vas en refaire ?» Elle va refaire une précommande au mois de septembre, il me semble, ou octobre. Je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos. Comme ça, vous serez alerté. Par contre, elle a prévenu, il n'y aura pas le jaspage. Parce que les prix ont beaucoup augmenté et que ça coûte trop cher. Et surtout, il a fallu qu'elle fasse toutes les pages une à la réception avant de nous les envoyer parce que c'était un petit peu collé. Mais il va revenir d'ici la fin d'année en précommande. Si vous voulez cette belle intégrale, parce que malgré tout, même sans jaspage, elle est très belle. Hein. Et le deuxième livre, ou plutôt une saga, que j'ai lu, dont j'ai les 3 premiers tomes ici, c'est La Guilde des Ombres d'Anatrice chez Plume Blanche. La Guilde des Ombres 1.1, 2.1 et 2.2. Oui, il me manque le 1.2. Parce qu'à la base, pour la Guilde des Ombres, j'ai commencé en e-book. Il y a quelques mois, là, au mois d'avril à peu près, je me suis mis sur WhatsApp, un groupe de discussion de filles que j'ai rencontré sur le Discord de Solène, de Livrement Addict. Et déjà à l'époque, Virginie, qui s'appelle comme moi, Nana sur Insta, nous parlait de la Guilde des Ombres quand on faisait la LC du sang et la cendre de Jennifer Larmentrout, à quel point elle avait adoré. Et quand je suis arrivée sur le groupe WhatsApp, elle m'en a reparlé, pas forcément qu'à moi, mais aussi aux copines du groupe, et elle m'a donné juste envie. En plus, ils étaient sur ma wishlist, ils sont juste trop beaux, mais regardez-moi ces bébés, comme d'habitude chez Plume Blanche. Le travail est juste trop beau. Je crois bien que c'est Tiff d'ailleurs qui a fait, je peux vous dire bêtises, mais je crois que c'est Tiff hein, qui fait la couverture. Voilà, illustration de couverture Tiff. Ils sont juste trop beaux. Donc moi, suite à notre discussion avec Nana, Virginie, je dis allez, je me lance. Je me suis lancée puisque j'avais le e-book du 1.1 et du 1.2. Parce que chez Plume Blanche, ils font pas des grosses briques de 1000 pages. Et la Guilde des Ombres, un tome fait, c'est le tome 1.1, il fait plus de 560 pages pratiquement. Et il y a la partie 2, donc ça ferait des gros bébés de plus de 1000 pages et les éditions Plume Blanche ne font pas.
des aussi gros livres. Donc ce qu'elles ont choisi de faire, c'est qu'elles ont divisé à chaque fois les tomes en deux parties. 1.1, 1.2, 2.1, 2.1, 3.1, 3.2. Donc j'ai commencé et j'ai enchaîné les e-books d'un point et du 1.2. Et j'ai juste dit, mais pour le livre 2, il me faut absolument les livres. Donc j'ai directement acheté les deux parties. Et j'ai déjà lu du coup le 2.1 aussi. Je me réserve le 2.2 pour le challenge du Jumanji sur le groupe DLC Discord où je suis membre. Et là, justement, sur le groupe du Discord DLC, il va y avoir à partir du 19 juillet la LC de ce tome 1.1. J'ai voté et je me suis dit, ben, je vais le relire avec elle. Parce qu'il faut découvrir la Guilde des Ombres d'Anatrice. C'est simple, je vais vous comparer ça pour moi à Tolkien. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux, j'ai lu Bilbon le Hobbit, j'ai lu le Silmarillion, les Contes et légendes inachevées et je vous le compare à Tolkien pour moi. Anatrice est, mais franchement, mais cette Guilde des Ombres, alors oui, c'est de la dark fantasy, oui. Donc il y a des scènes de torture, de mort, parce qu'en plus, le tome 1.1, on est dans un apprentissage au sein de la Guilde des Ombres, qui est une guilde où on apprend à assassiner. Donc forcément, il y a des meurtres, il y a du sang, il y a de la grossièreté, oui, il y a de la vulgarité, il y a un personnage qui est très vulgaire. Comment t'appelles-tu maintenant? C'est John? Parce que certains personnages ont plusieurs noms, donc c'est un petit peu dur. C'est-à-dire qu'au sein de la guilde, vous avez par exemple les seigneurs, qui sont les chefs. On les appelle les seigneurs, ou alors on les appelle par un nom dans la guilde, Fournaise et Funeste. Et Fournaise, son vrai prénom, c'est Jerry. Jerris. Mais seules 2-3 personnes ont le droit de l'appeler Jerris. Tout le monde l'appelle Fournaise. Et même les apprentis, je crois qu'ils l'appellent Seigneur en fait. Voilà. Après, il y a le haut maître qui est Faucheur. Et les très intimes de Faucheur ont le droit de l'appeler par son prénom qui est Camar. Mais les élèves l'appellent haut maître. Il n'y a que quelques personnes qui peuvent l'appeler vraiment Faucheur. Les maîtres entre eux, voilà. Même Panama, au début, elle doit l'appeler haut maître, puisque c'est son maître. Mais du coup, on a un des personnages, John. J'adore John. Il est hyper vulgaire, mais il est touchant, je sais pas. Et j'adore cette expression qu'Anna a créée, foutre chiure. C'est magnifique. Mais j'adore ça. Franchement, cet univers, il est ultra complet. Vu que Virginie connaît bien cette œuvre et qu'elle suit Anatrice depuis un moment, elle m'a dit qu'elle lui parlait même des fois en privé. Quand elle finit une partie d'un livre, elle vient lui en parler en privé, elle lui dit Anna, tu as fait ça, c'était waouh. Et Anna lui répond, donc en plus c'est une autrice très à l'écoute de son public. Je la suis sur Instagram et je me suis maintenant mise sur son groupe Facebook, spécial Guilde des Ombres, où elle y est et où elle interagit avec nous. Elle n'hésite pas à poser des questions aux fans quand le tome 2 est sorti. Elle n'hésite pas à communiquer, à répondre aux commentaires. Elle est très active et ça, j'adore les auteurs qui sont comme ça, qui sont proches de leur public. Et du coup, Virginie me révélait que Anna a écrit cette histoire il y a plus d'une dizaine d'années. Je ne sais plus si elle m'a pas dit une quinzaine ou une douzaine d'années. Ça fait un moment que ça dure. Et j'ai suivi un live récemment de Anna où elle résumait un peu tout ça. Elle a d'abord publié ce livre sur Wattpad avant de le mettre en maison d'édition avec Plume Blanche. Mais ça fait un moment qu'elle travaille sur cet univers, qu'elle peaufine, qu'elle détaille ses personnages et tout l'univers. Et c'est pour ça que moi je compare ça à Tolkien, parce qu'on sent qu'il y a un travail, mais très très cherché, très très abouti dans tout cet univers. Tous les personnages sont intéressants. Je ne peux pas vous dire, franchement, je les aime tous. Belladine, Panama, Camar, voilà, Camar, il a mon cœur. Et pourtant, voilà. Tous ces personnages ont des nuances, ils sont pas noirs ou blancs, il y a des fois du gris, ou il y a du très noir, mais même dans les personnages qui sont des fois très noirs, il y a un personnage que j'adore qui est vraiment mais complètement très noir, je crois que j'ai jamais vu un personnage aussi bien fait que lui. Franchement, dans tout ce que j'ai pu lire, c'est un personnage super abouti, parce qu'il est hyper noir. J'ai jamais vu aussi noir que lui, je crois, mais en même temps, il y a parfois des touches de gris ou de lumière qui sortent, pouf, comme ça, du chapeau, j'ai envie de dire, et qui te disent mais non, en fait il n'est pas si noir que ça, enfin oui il est très noir, mais en même temps voilà, non, franchement ces personnages sont juste magnifiques, et l'univers en lui-même, mais tout est écrit, enfin ça se passe
sur une période précise, mais on remonte dans le passé, on remonte à l'époque où les elfes, parce qu'il y a plein de créatures dans ce monde, il y a des elfes, il y a des elfides, il y a des humains de différents peuples, il y a différentes guildes, il y a la guilde des ombres, il y a la guilde marchande, la ligue mercantile, la guilde des ombres, la fratrie du Panthéon, le clan des érudits, la caste de justice, la confrérie ouvrière de Milan. Bref, vous avez plein de castes, de groupes, comme vous pouvez voir. Vous avez aussi différents peuples d'humains. Et vous avez encore des dragons. À un moment donné, dans le 1.2, me semble-t-il, on a même une fée. Les dragons, là-dedans, sont super bien développés. C'est des métamorphes. Ils peuvent se transformer en humains. Ils ont plein de pouvoirs, chacun différent, d'après les races. Tout est super bien expliqué au début du bouquin. Vous avez une carte, bien sûr. Vous avez la hiérarchie de la guilde. Et vous avez tous les noms de personnages. Et vous avez les 4 clans de dragons, les pyros, les hydros, les éoliens, les telluriens, la couleur d'écaille, l'élément terrestre, de l'eau, enfin bref. Vous avez des déesses, vous avez des dieux et des déesses. Et vis-à-vis de ça, vous avez donc Panama, qui est une petite fille humaine qui a le don de mort. Quand elle touche quelqu'un, si elle veut, il meurt en quelques minutes. Et un jour, après la mort de ses parents, elle est à l'heure à clepsydre dans un orphelinat et 2 hommes débarquent. Il s'agit de Fournaise, un des 2 seigneurs de la guilde, et du haut maître Faucheur. Ils débarquent pour lui proposer de rejoindre la guilde des ombres, car dans la guilde des ombres, toutes les personnes qui en sont membres ont un don. Mais en général, les dons sont des dons de terre. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Or, Panama, son don de mort est un don céleste. Et elle découvre assez vite que le haut maître, Faucheur Camar, a lui aussi un don céleste. Car, en effet, Panama est une descendante directe de la déesse de la mort. Une arrière-grand-mère, la déesse de la mort, qui existe vraiment. Et d'ailleurs, Panama voit son ancêtre à chaque fois qu'elle prend une vie. Son ancêtre lui apparaît, lui fait un petit sourire, etc. Elle ne lui parle pas. Et Camar, quant à lui, possède aussi un don céleste. Il a le don de vie. Lui n'est pas un descendant. Lui, c'est le fils, carrément, de la déesse de la vie. Son papa, Funeste, un elfide, a fornicoté avec la déesse de la vie. Mais ils ont par contre un lien spécial qui va très vite se créer entre eux, parce que don de vie, don de mort. Moi, je disais à Virginie, je compare ça un petit peu à yin et yang, vous voyez. Ça s'attire l'un l'autre. Il y a besoin l'un de l'autre. Voilà, mais cet univers, mais l'histoire, elle est juste... Mais il y a des siècles là-dedans décrits, et à un moment donné, on vous explique quand les elfes étaient esclaves des humains. Oui, les elfes étaient esclaves, et même certains elfes étaient esclaves sexuels des humains. C'est assez dur, encore une fois. Il y a un personnage que je déteste, mais quand on apprend son histoire, on ne peut être que touché. Elle a été brisée parce qu'elle était esclave sexuelle. Et à un moment donné, les elfes, grâce au comment on les appelle, grâce aux dragons, ont pu se rebeller. Grâce à certains dragons dont je vous dirai le nom, ont pu se rebeller et gagner sur ces humains, sur ce roi humain qui était vraiment un tortionnaire et tout ce qu'on veut. Et ils ont pu créer les ligues qu'il y a maintenant, les guildes, les ligues qu'il y a maintenant, les peuples qu'il y a maintenant. Et la guilde des ombres a été créée. Mais c'est magnifique d'écouter, enfin de lire comment tout ça a été créé. C'est super intense. Non, franchement, il faut... Alors par contre, il faut s'accrocher, comme je vous dis. Il y a du sang, il y a de la violence, de l'assassinat, du meurtre. Il y a du sexe. Dans le 1.2, il y a beaucoup de sexe. Le consentement des fois n'y est pas vraiment. Je ne vais pas le nier. Mais tout ce sexe n'est pas là gratuitement. Vous comprenez quand vous entamez le tome 2 pourquoi il y avait tout ce sexe. Je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vous spoilerai. Mais ça s'explique. Et on se dit à ce moment-là, je comprends pourquoi il y en a eu autant. Parce que je sais qu'il y a des gens, quand ils sont dans la lecture du 1.2, ils sont là, pourquoi autant de sexe? Il y en a marre, et en plus le consentement, il est un peu limite. Mais on finit par comprendre. Franchement, moi je ne peux que vous conseiller. Je vous le dis, moi je compare ça à Tolkien. Anatrice est un génie. Et j'ai vraiment hâte de découvrir tous ces autres livres. Et juste, non pas juste, mais entre autres, pour cette guilde des ombres, je vais me prendre le pack 2023 de Plume Blanche à sa sortie. Parce que je ne veux pas attendre le mois d'avril, je crois, pour avoir le tome 3.1 et 3.2. Voilà. Moi, je ne peux que vous conseiller. Ça a été un 20 sur 20 sur pratiquement tous les tomes.
Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer un petit peu de Disney. J'avais passé une commande, enfin j'avais participé à une campagne Kickstarter il y a des mois et des mois de ça, avec l'Instagram, le site, le Etsy de Art of Box. Donc voici la carte pour leur campagne Fairy Tales, deuxième partie ou troisième partie. J'en avais déjà reçu quelques-uns. C'est les pins de Disney, des grands classiques, avec à chaque fois comme thématique, comme vous pouvez le voir, un livre. Là, c'est les Aristochats avec Marie, Toulouse et Berlioz. Et le petit livre, vous avez le livre, vous avez les 3 chatons, vous avez un petit nœud, vous avez des petites pattes, vous avez un petit piano, ce qui représente tous les éléments des Aristochats. J'adore ces pins-là, j'en ai plusieurs déjà. Et j'ai pris pour cette fois celui du Roi Lion. Le voilà, je ne sais pas si on le voit bien, avec Simba quand il a sa corolle de feuilles, le soleil, des petites pattes. Il est absolument trop joli. Je suis peut-être plus près, vous verrez peut-être mieux. Voilà, ils sont trop beaux. Il y en avait d'autres, hein, mais après ils sont quand même une quinzaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça fait un certain budget, ils sont gros hein, en plus. Donc je prends vraiment les thèmes qui me font vraiment très envie. Ensuite, j'ai reçu très récemment une bougie de chez Paikimi Collection, pour laquelle on a participé il y a quelques mois à la création. Elle nous a proposé des centaures, elle nous a dit quel livre vous verriez bien. Et elle avait proposé Patchouli Rose. Et on a été beaucoup à lui dire que Patchouli Rose, ce serait vraiment parfait pour un cotard. Donc voilà ma petite bougie du premier tome, un palette épinée de rose de Sarah Chinas. Et puis l'intérieur est trop joli et la bougie sent trop bon. Je suis super contente de cette réception. Ensuite, j'ai reçu pour mon anniversaire du petit groupe WhatsApp que je fais avec les filles quelques jolies petites merveilles de Virginie. J'ai reçu, à chaque fois il y a une petite carte hein, bien sûr, et j'ai reçu des fan art. J'ai reçu Nyctos de la saga spin-off de Le sang et la cendre. C'est donc le dieu Nyctos, le dieu de la mort, je pense qu'on le traduit comme ça en français, vu que j'ai lu toute la saga en anglais, avec un dragon. Là, on a... Ah, et ça, j'ai oublié de préciser, c'est Dominic Wesson qui l'a fait. Ça, c'est un personnage inventé, aussi de Dominic Wesson, mais il est très sympa aussi. C'est un elfe, hein, clairement. Et le troisième petit fan art, qui est de Machofield, c'est Ron Danan dans Crescent City, personnage que j'adore aussi. Et alors, dans le tome 2, le petit Ron, je l'adore encore plus. J'ai vraiment hâte que la France ait bientôt ce deuxième tome, j'espère. Il est prévu pour le mois de septembre. Et ensuite, nous avions Aurélie qui m'a fait une magnifique carte. Regardez-moi le travail d'Aurélie. Elle l'a fait elle-même, cette carte. Magnifique. Et Aurélie a une boutique en ligne. Je vous mettrai son Instagram. Et alors, je ne sais pas si elle a une boutique, un site ou juste la boutique. Et Aurélie a une boutique en ligne, mais sur Instagram pour le moment, avec un email Rainbow Doré. Je suis abonnée, bien sûr, je vous mettrai en barre d'infos son nom, Rainbow Doré. Et elle m'a fait un chouchou, très joli. C'est toujours utile, les chouchous. Elle m'a fait un marque-page en tissu. C'est elle-même qui a fait la petite fleur. Magnifique la petite fleur. Très joli. Oups, marque-page. Fait en tissu. Un petit bracelet en tissu, lui aussi. Avec des petits bijoux. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Il y a une petite étoile, une petite boule. Et encore un petit marque-page pour mettre sur le coin des livres. J'avais pas compris. Au début, je lui demandais ce que c'était. Elle me dit c'est un marque-page pour mettre au coin des livres. Et elle fait aussi des petites choses pour les bébés aussi. Donc tout pour les cheveux et pour les bébés. Ça, c'était d'Aurélie. C'était super touchant aussi, sa petite attention. Je range tout. Avec les chats, voilà. Et ensuite, encore une fille du groupe, Cécile,
qui m'a mis un joli petit mot, mais je ne vais pas vous le montrer. Elle m'avait mis les premiers chapitres de Celle qui devint le soleil. Bon, entre deux, je l'avais reçu, donc, mais c'était très gentil de sa part. Et surtout, ce qu'elle m'a mis et qui m'a fait hyper plaisir, qui vont aller dans ma collection, vu que maintenant je suis abonnée, les cartes Fiereloot. Les cartes de Laszlo, dans Le Faiseur de Rêves, et de Sarai, toujours dans Le Faiseur de Rêves. Ils sont juste trop beaux. Je suis trop heureuse d'avoir ces deux cartes. Les cartes Fiereloot, c'est trop joli. Je viens de recevoir mes premières. Et, enfin, c'est celles que j'ai reçues en premier. Et j'ai dit, waouh, j'ai hâte d'avoir mes premières. Elle sait que j'adore Le Faiseur de Rêves. C'est une duologie qui me plaît vraiment beaucoup. Donc j'étais vraiment ravie. Elles vont pouvoir s'ajouter à ma collection de cartes Fiereloot. Au niveau des livres, j'ai reçu deux beaux bébés ces derniers temps. J'en ai reçu d'autres, mais je vous montre les deux plus beaux, mais on les a vus passer partout. J'ai d'abord reçu Les Loups Dorés, chez De Saxus, de Roshani Chokshi. Il est absolument magnifique. Je ne me rappelle plus de quoi ça parle et je ne vais pas pouvoir vous le dire, parce que c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais j'ai cassé ma tablette hier soir, elle est en réparation à nouveau. Je filme avec mon appareil, mon téléphone portable, donc je ne peux pas vous dire les thématiques des loups dorés. Mais il me semble qu'il y a, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble qu'il y a un peu de LGBT. Il me semble, c'est assez clair qu'on est à la Tour Eiffel. Donc oui, on est à Paris. On est dans du fantastique. On a il me semble qu'on a de la magie et puis des créatures, différentes sortes de créatures. Ce livre me fait super envie. Moi là, quand je vois ça, ça me fait penser à l'Égypte. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait penser à l'Égypte. Très beau livre, j'ai hâte de le lire. Et le deuxième, j'ai eu une galère folle à l'avoir. La grosse briquette de chez De Saxus, toujours. Nevernight, le tome 3 de J. Christophe. L'Aube obscure. J'ai eu beaucoup de mal à l'avoir, pourquoi? Parce que je prends tous mes livres sur Fnac.fr. Amazon, 2-3 fois, quand je prenais chez eux, m'ont envoyé les livres 3-4 jours après la sortie, si c'est pas plus. Donc, les gens m'ont dit, tu prends chez Fnac et le jour même, il est là. Et en plus, avec Fnac, il est bien emballé dans un blister, ce qui le protège qui plus est. Du coup, ça fait des mois que je passe commande sur Fnac.com pour mes De Saxus reliés. Et je ne sais pas ce que j'ai fait quand j'ai précommandé ce tome 3. Et je l'ai commandé genre en janvier ou février, très tôt, hein, bien avant que De Saxus annonce officiellement l'ouverture des précommandes. Mais je pense que j'étais tellement impatiente de l'avoir, j'ai dû faire ça au boulot, que je ne me suis pas rendu compte que j'ai mis livraison en magasin, à Chambéry. Je vis sur la frontière suisse, à 1h20 à peu près de Chambéry, 1h25. Je ne vais pas aller chercher mon livre à 1h25 de chez moi, surtout au prix auquel est l'essence actuellement. Et je m'en suis rendu compte le mardi matin, avant la sortie du livre. Je regarde tout d'un coup au boulot mon livre pour me dire, pour voir si le statut a bougé. Et là, je vois commande à expédier à Fnac Chambéry. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne veux pas l'envoyer à Fnac Chambéry, je veux l'envoyer à mon adresse, chez moi, comme toujours. Et normalement, on peut éditer l'adresse de livraison. C'était bien marqué dans la fac de Fnac. Mais moi, j'avais pas ça. Donc, je les appelle et c'est ce que je redoutais. Elle me dit, depuis hier, les commandes pour Nevernight ont été validées et sont parties dans les stocks. Donc, on ne peut plus éditer le lieu de livraison. Alors, elle me dit comme ça, et moi, j'avais déjà vu sur leur site que Nevernight en relié ne se faisait plus. Mais elle me dit comme ça, alors, je peux vous annuler la commande et puis on peut passer commande pour Nevernight en brochet, par contre. J'ai dit, non, je ne vais pas de Nevernight en brochet. Vous annulez la commande et je vais aller chercher ailleurs. Parce que j'avais regardé avant que le service client ouvre à Fnac que chez Décitre, il y en avait encore à la livraison. Cultura ne livrait pas, c'était marqué exclusivité magasin. J'ai pas de Cultura tout près de chez moi, c'est pratique. Et je sais plus où, Amazon il était plus disponible, Fnac donc il n'y en avait plus, et il restait Décitre. Alors je dis, soit je saute dessus, je commande ces Décitre le 22 juin. Le 24 juin à peu près, on m'annonce paiement en ligne accepté. Et le vendredi, j'avais aucune nouvelle. Ni de l'envoi, ni rien. Là, les gens m'ont dit, commencez à t'inquiéter. Parce qu'en plus, c'est Nevernight, c'est du relié, ça va pas faire long feu. Je les contacte vendredi soir. J'ai un premier message samedi automatique
qui me dit oui, c'est en commande auprès du fournisseur. C'est en commande, c'est sorti le 23, c'est en commande auprès du fournisseur, alors qu'on sait que de Saxus, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Le lundi, là, il y a quelqu'un physiquement qui me recontacte. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je pense qu'il y a d'abord un boot qui regarde l'email, puis après, plus tard, un humain, un vrai humain. Et la personne me dit, je vous comprends, hein, parce qu'ils connaissent les reliés chez De Saxus, donc il me dit, je vous comprends, je vais me pencher sur le cas, je vais voir avec la maison d'édition, avec nos stocks, je vais voir où on en est. 3 jours, aucune nouvelle. Au bout de 2 jours, je regarde sur Fnac Suisse, et là, Fnac Suisse en avait encore. Alors, il est 28, 25, 26 € en France. Je l'ai payé 38, 37 €. Du coup, oui, avec le taux de change, 37 € en Suisse. Mais j'ai bien fait. Je l'ai précommandé. J'ai dit, allez, il y en a encore en stock en Suisse. Allez, viens. Au pire, j'en aurai 2, j'en revendrai un. Et j'ai bien fait parce que le monsieur est finalement revenu 3 jours plus tard en me disant, oui, pour l'instant, il n'y en a plus. On est en train de voir avec l'éditeur s'il y aura un restock ou pas. Bah oui, bon, bah, heureusement, j'ai pris à Fnac Suisse. Mais pratiquement 2 semaines pour avoir le bébé que tout le monde a eu le 23. Non, pas 2 semaines. 1 semaine, 3 quarts, on va dire. Mais finalement, il est enfin là. Et il est juste trop beau. Bon, vous l'avez vu passer de toute façon partout, mais je vous le remontre. Parce qu'on n'a jamais assez de beaux livres. C'est juste trop, trop beau. Et j'ai vraiment hâte de me pencher là-dessus. Et si quelqu'un vend un Nevernight tome 1 en relié, parce que j'ai découvert Nevernight beaucoup plus tardivement que tout le monde, et c'est ce que je reproche à De Saxus, je leur en ai parlé sur leur post Insta, parce qu'ils vont faire un restock pour le sang et la cendre, le tome 2 comme le tome 1. Je leur ai dit pourquoi pas pour Nevernight tome 1, parce que c'est bien joli les collectors comme Nevernight. Mais quand vous débutez la lecture comme moi il y a 1 an et demi, Nevernight était déjà sorti depuis plus de 6 mois, il n'était plus disponible sur les sites principaux et tout ça, et maintenant il est introuvable partout. Ça fait plus d'1 an bientôt que je cherche Nevernight en relié, et je ne cherche pas un prix de rein, c'est-à-dire je ne cherche pas à 250 €, 400 €, 200 €, je le cherche à 50 €, voire même 70 €. Mais ça se trouve pas, les gens complètement... C'est comme pour les poupées, mais les poupées limitées d'édition, je comprends qu'on les fasse 200-300 €, mais là... 250 € pour un livre, non mais ils vont pas bien les gens sur Vinted, hein. Excusez-moi, mais vous n'allez pas bien. Ensuite j'ai reçu, pour aller dans mon Crescent City tome 2, mes read-along de chez A Touch of Magic Design, dont je vous mettrai le lien Instagram en barre d'infos. Il y avait pour ce read-along 11 fanarts, ce sont des fanarts en fait qui sont cachés. Quand vous les recevez, il y a un cache devant. Vous avez juste le nom du chapitre, enfin le chapitre, nombre du chapitre, là c'est le 12, et le nom du fanart, Sweet Punishment, par Scalus and Art. Voilà, et vous glissez ça au début du chapitre 12, et quand vous y arrivez, vous ouvrez, vous enlevez le cache qu'il y a devant, et vous avez le joli fanart. Là on a Bryce et Hunt. Je ne vais pas tous vous les montrer. Là, on a Bryce et un autre personnage du tome 1 qui prend de l'ampleur dans ce tome 2. Mais je ne veux pas vous spoiler. Là, on a Machofield à la fin. Très beau fanart. Bryce avec Run. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, alors là, on en a un qui est trop sexy. Je ne vous le montrerai pas. YouTube va me censurer. Et là, on a un fanart qui est en 2 parties. C'est la première fois que j'en ai vu un comme ça. Bryce et Hunt, tous les deux, en train de combattre. Ils sont incroyables. Après, les autres, je ne peux pas vraiment vous les montrer parce qu'il me semble que... Ah non, celui-là, le côté un petit peu SF que commence à avoir Crescent City, avec un personnage dont je ne vous dirai pas le nom. Bryce et Hunt, encore une fois, 2 autres personnages. Il y a 3 ou 4 fanarts olé olé dans ce... read-along. Celui-là aussi est olé olé. Et le dernier, je ne peux vraiment pas vous montrer. C'est le dernier chapitre. Et c'est un énorme spoiler. Donc ça reste bien au chaud. Ensuite, j'ai reçu de la part de Ozlem, mon ami suisse, pour lui avoir précommandé, enfin pour avoir reçu sa précommande de, comment s'appelle-t-elle, Megra, la limitée d'édition de Megra qui est sortie il y a quelques semaines. Elle avait pris en même temps un puzzle pour m'en faire cadeau. Le château de la Belle et la Bête dans les collections des châteaux Disney.
Il y en a 10 qui sont sortis. Oui, 10 sur 10. C'était le dernier La Belle et la Bête. Vous aviez à chaque fois le puzzle, l'ornement du château, le carnet pour écrire et le château en lui-même. Les châteaux sont tout aussi grands que la boîte de puzzle, large. Certains châteaux m'intéressaient, mais vous avez vu la taille, je vous dis que c'est aussi grand. Donc clairement, il faut avoir des grandes vitrines très hautes ou des meubles où les mettre sans vitre. Et en plus de ça, c'était plus de 100 €, 130 € je crois, par château. Donc j'ai préféré ne pas en prendre. Mais celui de La Belle et la Bête, ça m'aurait bien plu de le prendre. Comme celui, pratiquement tous les châteaux en fait. Ils étaient tous très beaux. Et en plus, c'était des châteaux qui s'allumaient. Donc moi, elle m'a offert le puzzle. C'était bien gentil de sa part. Et toujours de Özlem, mais ça je me le suis acheté. C'est le dernier livre qu'elle m'avait mis de côté. La Belle et la Bête, l'Art of de La Belle et la Bête. Alors je ne l'ai pas encore lu celui-là comparé au Roi Lion que je vous ai présenté. Mais je pense qu'il est sur le même concept que le Roi Lion. Je pense qu'on va vous présenter le dessin animé. Voilà, c'est ça. On vous présente le dessin animé, le live action. Et j'imagine que ça doit aussi présenter la comédie musicale. Alors je ne vois pas si je vous montre bien. Mais là, c'est issu des images du film comme du dessin animé. J'ai vraiment hâte de m'y plonger. Mais là, je viens de finir un livre d'Indochine. Donc, je vais m'y plonger du coup. Là, on voit des croquis de personnages. Toujours, mais très très beau ces art of. Et est-ce qu'on nous présente aussi la comédie musicale? Parce qu'il y a une comédie musicale, enfin une comédie... oui, une comédie musicale. Mais je ne sais pas si on vous la présente. J'ai l'impression que c'est surtout le dessin animé et le live action. Mais je peux me tromper. Mais il est magnifique. Oh là là, mais il est... Moi, ces livres, j'adore. Regardez là, je vais vous montrer des illustrations. Trop jolies. De toute façon, je vous en reparlerai très vite quand je l'aurai lu. Derrière, vous avez la rose. Magnifique. Je suis vraiment super contente. Surtout que ça, ces art of, celui du Roi Lion et celui-là, on ne les trouve plus partout. Et on les trouve des fois à des prix assez exorbitants, eux aussi. On a bientôt fini. On va passer aux box maintenant. J'ai donc reçu mes box. Ça, c'est les box de chez Books and Arrows. Et donc, ça, c'est la box du mois de mai. Et le mois de mai, nous avions... C'était une box qui m'a beaucoup plu. Nous avions un petit bracelet en améthyste que je trouve très très joli. Je vous l'ai déjà présenté sur Instagram, ceux qui me suivent. J'adore la couleur. Très joli bracelet qui va me servir. Je le garde pour l'instant puisque je vous avais pas encore montré la box, mais maintenant je vais pouvoir le ranger. Il y avait un petit savon. Alors, bracelet en améthyste, il n'y avait pas de Instagram noté de personne. Je ne sais pas qui l'a fabriqué. Par contre, le petit savon vient de chez le savon de Métamis. Je vous mettrai les informations en barre d'infos. Alors, le petit savon, il y a des petites fleurs dessus, mais elles ne tiennent pas bien. Un petit savon en forme de cœur. Vous avez une petite décoration. Et je viens de perdre les pétales du savon. Si les chats mangent ça, ils vont pas être bien. Voilà. Ils sont juste trop bons, le savon. Et finalement, nous avions le marque-page. Alors, je remarque que Books and Arrows, maintenant, fait ses marque-pages sur les thématiques du livre, du mois. Et je trouve ça génial. Parce qu'avant, c'était juste ça. Mais maintenant, il y a une thématique et c'est très bien, magnifique. Mais depuis combien de temps dormait-elle ainsi sous la montagne? Pourquoi personne n'était jamais venu la chercher? Et nous avons donc le livre qui est de Morgane Triskel, chez Destiny Éditions, La Rose et l'œil du dragon, le tome 1. Et j'étais super contente quand j'ai vu qu'on était clairement sur une histoire de dragon. Je vais juste vous dire la première partie, je vous résumerai plus quand je ferai le book haul. Sur une île où la magie a disparu et où les hommes l'ont oublié, demeure un vestige du passé. Lorsque le grand dragon Aile de Feu a sauvé Mermonvite des flammes, il a annoncé le retour de l'ombre et des conflits par les actes d'un sang rouge et d'un sang de cristal. Ce temps est bientôt venu.
Donc franchement, moi, il me fait très très envie. Je suis bien contente d'avoir eu cette box. Et ça, c'était celle de mai. Je trouve que ça fait 2, 3 box, voire 4 box où je suis vraiment ravie de tout ce qu'il y a. Parce que j'aimais bien les box quand il y avait du thé, du café. Mais par exemple, la première box que j'ai reçue, il y avait du thé et du café. Ça faisait un peu beaucoup de thé et café. Soit l'un, soit l'autre. Et surtout, moi, par exemple, je ne bois pas de thé. Donc, la deuxième box, qui était celle du mois de juin, là, était aussi une très belle box. Nous avions des boules de bain qui sentent hyper bon à la lavande, qui viennent de chez l'atelier de Joanie. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Elles sentent trop bon la lavande. Il y avait un petit funky veggie pour manger, petit biscuit veggie. Il y avait un petit carnet tout simple, mais c'est toujours utile. Et alors, il y avait ceci. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est pour mettre un pendentif? J'imagine, il y a le petit trou. Très joli. Et il y a ceci. Mais je ne sais pas ce que c'est. Il faut que je demande à l'admin. J'ai l'impression que c'est pour faire des bulles, on dirait. Ou alors, est-ce que c'est une sorte de parfum qu'on met comme ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore osé l'ouvrir, mais je le trouve très joli. Ça doit sentir bon. Et ça me plaît. Quoi qu'il arrive, même si c'est pour faire des bulles, ça me plaît. Donc, voilà. Pour les petits goodies. Après, le marque-page. Il faisait noir dans ma vie avant elle. Le voilà. Et le livre en lui-même, qui est Le bagage de l'âme de Créoline de Venfray. Je crois que c'est un auto-édité. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je vais regarder. Oui, je pense que c'est un auto-édité. Très joli. Là, on nous dit « Et si ?» Et si je vous disais que parmi vous, humains, des créatures invisibles venues d'ailleurs évoluaient en toute liberté? Il s'agit d'Aoratosum, et c'est le peuple dont je suis issu. Depuis la nuit des temps, nous contribuons au bien-être de votre espèce. Chacun de vous se voit un jour attribuer un Aoratosum qui cheminera à ses côtés pour la durée de son existence. C'est le cours normal des choses, et nul ne peut transgresser les lois de la destinée. Et pourtant, je les enfreins un jour, et mon incroyable périple pourrait vous donner une belle leçon d'humanité. Bienvenue dans le bagage de l'âme, un récit initiatique qui vous confortera dans l'idée que vous êtes une personne singulière, une personne unique. Franchement, moi, il me donne très envie. Et j'ai beaucoup aimé le fait que j'ai découvert dans le livre qu'il y a des petits mots tout au long du livre que l'autrice a mis avant d'envoyer à Books and Arrows. Comme ça, on a des petites anecdotes, des ressentis de l'autrice sur quand elle a écrit ce roman. Et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Ça, c'était les box de Books and Arrows. Et il ne reste plus que 2 box. Et on aura tout terminé, me semble-t-il. Ce sera déjà beaucoup. Dans un premier temps, la box du mois de mai de la Fairyloot. Ah, la Fairyloot, ça fait des mois que j'en entends parler. Ça fait des mois que j'ai envie de m'y mettre. Mais je sais très bien que pour la Fairyloot, il y a une liste d'attente. Ça, c'est la box Young Adult. Ils ont créé même maintenant la box adulte. Mais il y a des mois et des mois et des mois d'attente quand on s'inscrit à la liste d'attente pour avoir sa box. Parce que d'après ce que j'ai compris, ils ont un certain nombre de box d'abonnements disponibles. Et quand il n'y en a plus, bah, vous êtes sur la liste d'attente et c'est chacun son tour. Quand quelqu'un décide d'annuler son abonnement parce qu'il en a marre de la Fairyloot, à ce moment-là, il contacte la personne suivante sur la liste. Mais je crois qu'en fin d'année, il y avait genre 8 mois d'attente. 6 ou 8 mois d'attente. Donc j'avais vraiment pas envie de m'inscrire sur une liste d'attente en me disant j'aurai rien avant 6 à 8 mois. Et puis c'est assez coûteux aussi, il faut le dire. J'hésitais. Voilà, on va dire ça comme ça. J'hésitais mais je n'osais pas franchir le cap. Et puis, quand je me suis remis à parler avec Nana, Virginie, sur Instagram, avant d'entrer sur le groupe de discussion WhatsApp où on est avec les filles, elle me dit tout d'un coup un jour, coucou,
Ça t'intéresse toujours la Fairy Loot? Parce que je viens de recevoir mon mail pour recevoir ma box Young Adult. Mais je suis plus intéressée. Pour des raisons qui lui sont propres, elle ne peut plus se permettre la Fairy Loot. Et au lieu de laisser passer le tour, et ben elle le proposait aux filles autour d'elle. Et dans le groupe de discussion où on est, il y en a déjà une qui la reçoit, donc ça ne m'intéresse pas. Et les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas, c'est des choix personnels. Là, moi j'ai dit, mais franchement, mais je veux bien. Je lui ai dit, tu crois que c'est possible? Parce que normalement, tu es sur la liste d'attente avec ton email, avec ton nom, ton prénom. Il me dit, oui, normalement, il n'y a pas de souci. Et en effet, comme ils ont fait ça, Fairy Loot, il vous faut rentrer un code qui est valable que quelques jours. Et elle n'était pas inscrite sur le site de Fairy Loot, et moi non plus. Elle avait juste mis l'inscription pour la news, pour la liste d'attente, mais pas pour créer un compte. Donc j'ai pu me créer un compte, puis comme on a le même prénom, ils y ont mis du feu. Donc ça, c'est celle de mai, si je ne me trompe pas. Alors, je ne sais plus par où m'y prendre. Voilà. Alors en plus, celle de mai, j'ai eu un bug. C'est qu'il n'y avait pas les cartes Fairy Loot et il n'y avait pas les deux petits marque-pages spéciaux. En effet, ce mois-là, en mois de mai, nous avions deux petits marque-pages. Tout choupi. Très originaux. Alors celui-là, j'ai l'impression que c'est un Loki. Parce qu'il y a les cornes de Loki, il y a le serpent. J'ai vraiment l'impression que c'est Loki. Donc j'avais pas ces deux marque-pages. Et je n'avais pas les deux cartes Fairy Loot. Que voici. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Les cartes de tarot étaient de... C'est Brie, Sébastien et Finian from Tez Hollow Wow. Tez Hollow Wows. Oui, alors mon anglais et moi, mais ça vient de la saga de livre Tez Hollow Wows. Je ne connais pas. Mais malgré tout, le travail des cartes de tarot sont magnifiques. Donc, c'était les deux items que je n'avais pas. Après, nous avions dans ce petit emballage un ouvre-bouteille de Red Rising. Je ne sais pas si vous voyez bien. Petit ouvre-bouteille. Red Rising. Nous avions des chouchous From Blondon H avec des petites épées. Ça fait très From Blondon H pour le premier. Le deuxième, j'arrive un peu moins à voir ce que ça représente. Je pense que c'est les... Oui, c'est des phrases de la saga. Donc ça, c'était des chouchous de From Blondon H. Nous avions un truc pour le thé. Stardust Tea Trainer. Voilà. Stardust, je ne connais pas. C'est pour faire du thé. Très joli. Très sympa aussi. Ça va être utile pour quand la mamie, elle vient. Neither here or neither here nor there. But long ago. Très sympa. Et le dernier item. Après, il y a encore les livres et les fanarts, hein, bien sûr. Nous avions un mug qui vient de Daughter of the Moon. Daughter of the Moon. Un joli mug. Très très joli ce mug. C'est toujours utile les mugs. Même si je commence à en avoir un petit peu beaucoup des mugs. Encore un joli marque-page issu du livre. Cette jolie illustration qui va avec le marque-page, hein, bien sûr. Voilà. Et toujours du livre, une très belle illustration. Elle est magnifique. Je pense que c'est les personnages principaux. Ils sont trop trop beaux. Avec le petit mot de l'autrice derrière. Il y a une interview de l'autrice, je ne l'ai pas encore lu. Et le livre en lui-même. The Stardust Chief
de Jesse Abdullah. Il est magnifique, regardez-moi. Je l'ai déjà montré sur Instagram, mais il est trop beau. J'adore les couleurs violettes. Les tranches sont violettes. Voilà. Trop beau. Il est magnifique. Voilà, j'adore. Et dedans, vous avez encore une illustration trop belle. Et encore une. Je ne me rappelle plus exactement les thématiques. Et comme je vous ai dit, je filme avec mon téléphone comme ma tablette est en réparation. Mais il me semble, de mémoire, on est sur de la fantaisie orientale, bien sûr. Je pense que ça se voit quand même, hein, vu l'illustration. Où est-elle? Je ne sais plus où j'ai mis. Ça se voit entre la couverture et l'illustration. Fantaisie orientale. Je pense qu'on est sur une réécriture un petit peu des Mille et une nuits ou une inspiration dans ce style-là. Et j'ai vraiment, mais vraiment hâte de lire ce livre. Franchement, il me fait très envie avec ces fanarts, avec le résumé. Je sais plus ce qu'on nous dit. Je crois que derrière, il y a un petit mot. Neither here nor there, but long ago. Et les personnes qui ont laissé un petit mot derrière, des auteurs ou autres connus, on a S.A. Chakraborty, La Cité de Letton, au coup de cœur pour moi. Melissa Caruso, qui est l'autrice de Les Faucons Travera. Shelley Parker Chan, qui est l'auteur de Celle qui devint le soleil, Yel, je crois qu'on dit. Et Andrea Stewart, The Bunchra Doctor. Andrea Stewart, c'est l'auteur ou l'autrice de, en français c'est L'Empire d'écume. Donc que des trucs que j'ai lus et que j'ai bien aimés. Donc forcément que je me dis que ça va être sympa à lire. Si eux-mêmes recommandent cette lecture. Je vais essayer de ranger tous mes petits fourbis. Voilà. Ça, c'était le livre du mois de mai. Et finalement, pour conclure cette vidéo qui va être déjà très longue, la box du mois de juin, toujours chez Fairyloot. Alors, ce mois-là, nous avions 2 livres. Le premier, Twin Crowns de Catherine Doyle, One Throne, Two Princess. Ah, Catherine Doyle et Catherine Weber. Je n'avais pas fait attention qu'il y en avait 2. Et déjà, rien que celui-là, c'est le petit livre en supplément. Mais regardez comme il est trop beau. J'ai adoré. Il est vraiment trop joli. Magnifique. Et la tranche, mais franchement, trop beau. Et dans celui-là, je l'ai lu, je l'ai fini hier soir. J'avais envie de me lire un des livres Fairyloot, vu que j'en avais reçu 3 en anglais, du coup. On est sur 2 sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance. L'une est la princesse d'un royaume qui déteste les sorcières. Son ancêtre, le protecteur, a chassé les sorcières, fait la chasse aux sorcières, parce qu'à la base, ce royaume appartenait aux sorcières. C'était une reine sorcière, et il a fait partir cette reine sorcière et a chassé son peuple. Et l'autre jumelle est élevée parmi les sorcières, et elle est elle-même sorcière. Donc on découvre que leur maman était une sorcière, la reine. Mais on est bien des siècles plus tard, après la tuerie qu'il y a eu avec le protecteur, hein, qui a tué la reine des sorcières et tout. C'est un ancêtre des filles. Et à ce moment-là, quand les parents se sont rencontrés, la jeune sorcière, le roi humain, ils sont tombés amoureux et ils ont dit on arrête tout ça, on arrête cette guerre des sorcières et des humains, unissons nos peuples, on s'aime et par notre union on naîtra des enfants et nos 2 peuples ne se feront plus la guerre. Sauf que malheureusement, à la naissance des filles, le père est tué par empoisonnement pendant que la mère est en train d'accoucher dans une autre pièce. Lui a été empoisonné et elle, à la naissance de Rose, la princesse, elle est sauvagement poignardée. Et c'est le King Great, l'homme de main du roi, l'adjoint du roi, qui arrive à temps au moment où la sorcière allait poignarder aussi la petite Rose et chasse la sorcière qui s'enfuit dans la nuit. Voilà, ça c'est la version que Rose, la princesse, a. Elle déteste les sorcières. Les sorcières ont tué leur mère parce qu'elles n'étaient pas contentes qu'une des leurs se soit alliée à un humain. Et donc elles ont tué aussi le roi en empoisonnant.
Sauf que quand elle découvre les sorcières et quand elle découvre sa sœur jumelle, bien des années plus tard, juste avant son couronnement, on découvre la véritable histoire par Vren, on dit comme ça. Et la véritable histoire, c'est que c'est le King Braitz qui a tué le roi. Lui qui était son bras droit, son meilleur ami, a tué le roi en empoisonnant. Et il a tué la jeune maman qui était en train d'accoucher. La sorcière qui s'est enfuie dans la nuit, elle s'est enfuie avec Vren. Et elle n'a pas eu le temps de prendre Rose. Et surtout, elle n'aurait pas pu prendre Rose parce que le King Braitz était dans la pièce et a vu qu'un enfant était né. Donc il fallait cacher la deuxième, puisqu'il ne l'avait pas vue, et laisser la première. Sauf que le King Braitz s'est fait passer en quelque sorte comme figure paternelle auprès de la jeune Rose, la future princesse. Et il se passe plein de choses là-dedans. Donc je ne veux pas vous en dire plus, parce qu'il y a d'autres choses. Mais je pense que j'en dis déjà pas mal. J'ai beaucoup aimé, 2 sœurs jumelles, une sorcière, une princesse. C'était vraiment top. Et le livre était très joli. Après, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, alors on avait des petits post-it en forme d'épée. Oh, ça peut toujours être sympa d'avoir des post-it. En plus, en forme d'épée, c'est très très sympa. Nous avions une petite assiette pour mettre ces petites choses, vous savez, comme ces clés. Ces clés, des petites pièces de monnaie, très jolies. Et alors ça, c'était que je retrouve. Attendez voir. Ah voilà, Rin, c'est le nom du personnage, c'est The Poppy War. D'accord. Bon, c'est toujours sympathique. Hein. Ensuite, je vais juste ranger parce que avec les chats, s'ils viennent. Nous avions ensuite un item de The Atlas 6. Je crois que ça va être traduit en français, ça m'intéresse un petit peu. Une pochette à livres. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est très très jolie. Et en plus, elle se ferme en plus. Je trouve ça génial. Et elle est rembourrée. Donc c'est vraiment parfait. Je suis vraiment très contente. Je vais vous la montrer. Voilà, The Atlas 6 pochette à livres. C'est toujours utile. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y avait du coup un item en moins puisque on avait 2 livres. On a une très jolie carte. Adelina Artprint. Stunning Print. The Young Elites série by Marie-Lu. Donc voilà, un Artprint d'Adelina de The Young Elites. Très joli. Et on avait ce qui me fait mais ultra plaisir quand la fille du groupe qui reçoit la Fairy Loot comme moi me dit: est-ce que tu veux te faire spoiler les cartes Fairy Loot du mois qui viennent? Je les ai vues passer, elles sont trop belles. Est-ce que vous le reconnaissez? Non, vous ne le reconnaissez pas. Si je vous dis Kieran Contu, From Blood and Ash et Poppy et Hawk, j'étais mais juste trop contente. Elles sont trop belles. Je suis trop contente. Alors celle-là de cartes me font trop plaisir. Et elles vont super bien avec celle du faiseur de rêves. Parce que je pense que je vais garder vraiment celle dans les univers que j'aime. L'autre que je vous ai présenté avant, je ne sais pas quelle saga c'est. Je vais les garder quelques temps. Mais je pense qu'à un moment donné, peut-être que je les vendrai, celles qui ne me plaisent pas. Je vais faire un album du coup avec les cartes Fairy Loot, mais vraiment celles qui me plairont. Et là, du coup, on a un petit marque-page issu du livre du mois, le beau livre du mois, avec le mot de l'autrice et un joli fan art de cet univers. Très joli fan art, encore une fois. Là aussi, je pense que je mettrai peut-être les fan art dans un classeur, peut-être. Très joli. C'est... Eh bien, je ne sais pas. Mais très joli. Et le livre en lui-même, il est magnifique aussi. Il me fait très envie, lui aussi. This Vicious Grace by Emily Cade. Regardez là. Alors oui, un livre jaune, c'est plus rare. Mais moi, je le trouve très joli. Franchement. Est-ce qu'on voit? Ah non, on voit pas très bien. Voilà, vous verrez peut-être mieux tout près la tranche. Comment elle est. Il y a des espèces de feuilles
Je pense qu'on peut décrire ça comme ça. Et alors le livre en lui-même, mais encore une fois magnifique, regardez-moi ça. Il est magnifique. Et vous avez encore une fois une illustration à l'intérieur. Je sais pas si c'est la même par contre à la fin. Ah non, c'est le monsieur. Ah. Voilà. Et alors là, je ne sais plus de quoi ça parle du tout. Mais ça me plaisait. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Alors, 3 weddings, donc 3 mariages, 3 funerals, 3 enterrements, 1 more chance to save them all. Une chance supplémentaire de les sauver tous. Après, je sais pas, est-ce qu'on a un petit résumé supplémentaire? Voilà. Romantique, suspenseful, and literally unforgettable. Romantique, suspenseful, inoubliable, romantique, plein de suspense. Et du coup, on nous parle d'Alessa, la jeune fille qu'on a vue, qui a un don des dieux, qui est supposé magnifier la magie de ses partenaires. Mais pas de tuer tout le monde qu'elle touche. Après, je ne veux pas vous en dire plus, mais ça me plaît encore une fois beaucoup. Juste ces quelques petits mots, moi ça me dit beaucoup. Franchement, je suis ravie. Mes 2 premières Fairy Loot, il n'y a pas à dire, j'étais super contente de ce que j'ai reçu. Franchement, j'ai dit, ça commence super fort. Et comme je vous dis, j'ai déjà lu un des petits livres que j'ai vraiment apprécié. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je crois qu'elle est déjà bien assez longue. N'hésitez pas à me dire dans tout ce que vous avez vu, ce que vous avez apprécié comme item, ce qui vous fait envie. Si vous recevez la Fairy Loot, vous aussi, si vous avez aimé, pareil pour la boucle à rose. Et si vous avez aimé les items qu'il y a dedans, n'hésitez pas à non plus à me parler des livres que vous avez vus, s'ils vous font envie, si vous les avez lus, les items Disney que je vous ai présentés. Bref, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec ce qui vous fait plaisir, de laisser un petit pouce et surtout à partager la vidéo autour de vous. C'est toutes ces petites choses qui vont permettre de me faire connaître. Et sur ce, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!